Que se passe-t-il réellement lorsqu'un pilote décide d'éteindre un moteur à des milliers de mètres d'altitude? Pour la plupart des passagers, l'idée même semble alarmante. Un avion dépend de ses moteurs pour rester en l'air, donc penser à l'arrêt d'un moteur en plein vol semble être le début d'un problème grave. Cependant, dans l'aviation moderne, cette situation n'est ni improvisée, ni un signe automatique de catastrophe. C'est une hypothèse envisagée dès la phase de conception, testée en simulateur et régulée par des certifications extrêmement strictes. Sous cette logique, un avion commercial n'est pas conçu sur la prémisse que tout fonctionnera toujours à la perfection. Il est conçu avec la certitude que, tôt ou tard, quelque chose peut échouer, et cela inclut le moteur. Dès le premier jour des tests, l'aéronef doit démontrer qu'il peut décoller, monter, se stabiliser et atterrir, même si l'un de ses moteurs cesse de produire de la poussée. Ce n'est pas une possibilité lointaine. C'est une condition obligatoire pour obtenir la certification. Cela signifie qu'éteindre un moteur n'équivaut pas à perdre le contrôle, ni à entrer en chute. Cela signifie appliquer une procédure. Si un moteur présente des vibrations hors des paramètres, des températures anormales, des signes de dommages dus à l'ingestion d'objets ou tout autre comportement pouvant compromettre son intégrité, le maintenir en marche peut être plus risqué que de l'arrêter. Dans ce contexte, l'éteindre n'est pas un signe de faiblesse de l'avion, mais une décision conçue pour protéger l'aéronef dans son ensemble. La clé réside dans la compréhension que le système ne dépend pas d'un seul point de défaillance. L'aviation commerciale repose sur une philosophie de redondance. Système doublé, source d'énergie indépendante, hydraulique séparée et structure capable de supporter des charges asymétriques. Tout est pensé pour que la perte d'un moteur ne transforme pas le vol en une situation incontrôlable. Ce qui, depuis le cockpit, peut être une procédure relativement routinière. Depuis le siège du passager semble un événement extraordinaire. Et cette distance entre perception et réalité est précisément le noyau de cette vidéo. Parce que l'aviation ne se contente pas d'attendre que le problème survienne pour réfléchir à comment le résoudre. Elle le teste, le certifie et l'intègre comme une partie naturelle du système. Si éteindre un moteur ne signifie pas perdre le contrôle, alors une question fondamentale se pose. Comment un avion peut-il rester stable et continuer à voler avec une relative normalité lorsqu'il perd la moitié de sa poussée? La réponse ne commence pas dans les airs, mais bien avant le premier vol commercial. La stabilité avec un moteur inopérable n'est pas une tolérance accidentelle ni une capacité improvisée, mais une exigence obligatoire qui définit le design même de l'aéronef. Avant de transporter des passagers, chaque modèle doit démontrer qu'il peut décoller, monter et continuer le vol, même lorsqu'un de ses moteurs cesse de produire de la poussée au moment le plus critique. Cette exigence est mise à l'épreuve pendant la phase de certification, où les fabricants soumettent l'aéronef à des essais simulant la perte d'un moteur au moment le plus délicat du décollage, avec des vitesses définies avec une précision millimétrique qui détermine quand il est possible d'interrompre la manœuvre et quand il faut continuer. Si la défaillance se produit après le point où il n'est plus sécuritaire d'arrêter, l'avion doit continuer avec un seul moteur, s'élever, se stabiliser et maintenir un régime de montée minimum garanti, une capacité qui n'est pas optionnelle et qui fait partie intégrante de l'approbation technique. Une fois cette capacité démontrée lors de la certification, le phénomène est compris sous l'angle aérodynamique, où la perte d'un moteur génère une asymétrie de poussée car un côté de l'avion continue de produire de la puissance et l'autre non, ce qui a tendance à le faire tourner vers le moteur inopérable. Cependant, les surfaces de contrôle sont conçues pour compenser cet effet, de sorte que le gouvernail de direction neutralise la tendance à tourner, les ailerons ajustent l'équilibre latéral et la poussée restante est gérée pour maintenir la stabilité, selon des procédures que le pilote applique sans avoir à lutter contre l'avion. Il est important de comprendre que perdre un moteur ne signifie pas perdre la moitié de la capacité de vol, car la relation entre la poussée et la sustentation ne fonctionne pas de manière linéaire. En croisière, les moteurs fonctionnent bien en dessous de leur capacité maximale, ce qui laisse une marge de puissance disponible pour compenser les contingences. Dans ce contexte, lorsqu'un moteur s'éteint, l'avion peut maintenir un vol nivelé, bien qu'avec des limitations en altitude maximale et en vitesse optimale. Il s'agit d'un changement de régime, pas d'une perte immédiate de contrôle. Cette capacité à poursuivre le vol ne dépend pas seulement de la poussée disponible, l'architecture interne renforce également cette philosophie.
Les systèmes électriques sont généralement alimentés par des générateurs indépendants associés à chaque moteur, mais il existe aussi des sources auxiliaires capables de fournir de l'énergie en cas de besoin. Les circuits hydrauliques sont physiquement séparés, de sorte qu'une défaillance d'un côté n'invalide pas le contrôle de l'avion, tandis que les systèmes de carburant permettent d'isoler les lignes et de redistribuer l'approvisionnement. Même la structure de l'aile et du fuselage est conçue pour supporter des charges asymétriques sans compromettre l'intégrité de l'ensemble. Lorsqu'un moteur s'éteint en vol, ce qui change n'est pas la capacité de base à rester dans les airs, mais les performances. Il peut être nécessaire de descendre à une altitude où le moteur restant fonctionne avec plus d'efficacité, d'ajuster le plan de vol et de choisir un aéroport alternatif. Tout cela fait partie de procédures définies que les pilotes s'entraînent à appliquer de manière récurrente sur des simulateurs avancés. L'objectif n'est pas d'improviser, mais d'appliquer un protocole prévu depuis la conception même de l'aéronef. La clé de tout cela est de comprendre que l'aviation commerciale n'est pas construite en s'attendant à ce que rien ne tombe en panne, mais en supposant qu'à un moment donné, quelque chose peut le faire. Dans cette logique, un moteur inopérant n'est pas une anomalie imprévisible, mais un scénario certifié, testé et envisagé dès le premier jour. L'avion est préparé pour voler avec un moteur en moins. De là surgit une question plus spécifique. Pourquoi, dans certaines situations, les pilotes décident-ils d'éteindre un moteur même lorsqu'il fonctionne encore? Parfois, le problème n'est pas que la poussée disparaisse, mais que les paramètres cessent de se comporter comme ils le devraient. En aviation, la sécurité n'est pas mesurée uniquement par la production de puissance du moteur, mais par le fait que chaque variable reste dans les marges prévues. Des vibrations hors de portée, des températures excessives, une chute de pression d'huile ou une instabilité du compresseur sont des signes que quelque chose ne fonctionne pas correctement, même si le moteur continue de pousser. Les réacteurs modernes sont remplis de capteurs qui surveillent en permanence chaque variable critique. La température des gaz d'échappement, la vitesse de rotation des axes, la pression d'huile et le débit de carburant sont enregistrés en temps réel. Et lorsque l'un de ces indicateurs dévie de la normale, il n'est pas interprété comme un détail mineur, car cela peut être le début d'un déclin interne qui, si ignoré, évolue vers quelque chose de plus grave. Dans ce contexte, maintenir le moteur en marche n'est pas toujours la décision la plus prudente. Un exemple clair est l'ingestion d'oiseaux, où un impact peut endommager les pales du compresseur ou de la turbine sans arrêter immédiatement le moteur. La poussée continue, mais les vibrations augmentent et l'efficacité diminue, et si le dommage progresse, des fragments internes peuvent se détacher, compromettant le boîtier ou provoquant un incendie. Dans ce scénario, éteindre le moteur réduit l'énergie du système et évite que le déclin ne s'aggrave. Il en va de même pour une augmentation anormale de la température, car une surchauffe prolongée peut affaiblir les composants internes et transformer une défaillance contrôlable en une défaillance structurelle. Il existe également des phénomènes tels que le surge, une instabilité du compresseur où le flux d'air est perturbé et peut provoquer des explosions internes momentanées. Bien que le moteur puisse se rétablir, répéter ce comportement sous charge provoque des dommages cumulés, de sorte que réduire la puissance ou couper l'approvisionnement en carburant élimine la source de l'instabilité et stabilise l'ensemble. Le risque de laisser un moteur compromis en fonctionnement n'est pas seulement qu'il cesse de produire de la poussée, mais qu'il le fasse de manière violente. Une défaillance non contenue peut libérer des fragments à haute vitesse capables de perforer des structures proches ou d'affecter des systèmes critiques. Les moteurs sont conçus pour contenir la plupart des défaillances à l'intérieur, mais la première ligne de défense reste la procédure, qui consiste à identifier le problème et à l'isoler le plus tôt possible. Cette procédure n'est pas improvisée. L'équipage suit une séquence claire qui commence par confirmer quel moteur présente l'anomalie, continue par la réduction de puissance et la vérification des paramètres, et, si la condition l'exige, se termine par la coupure du carburant et l'isolation du système. L'aéronef est préparé pour cette transition, de sorte que les systèmes électriques et hydrauliques passent automatiquement à des sources alternatives, tandis que le contrôle de l'avion reste sans interruption. Le résultat est un vol stable avec un moteur en moins, mais sans composants instables générant de l'incertitude. La logique est simple bien que contre-intuitive, un moteur éteint est un système contrôlé, un moteur endommagé qui continue de fonctionner peut être imprévisible. En aviation, la prévisibilité est synonyme de sécurité. C'est pourquoi,
Dans certaines circonstances, arrêter volontairement un moteur n'est pas un signe de crise, mais une décision conservatrice qui protège le reste de l'aéronef. Éteindre un moteur peut être l'option la plus sûre, même lorsqu'il produit encore de la poussée, ce qui mène à une question plus complexe. Que se passe-t-il lorsque l'avion traverse un océan et qu'il n'y a pas d'aéroport proche vers lesquels se diriger? Lors des vols traversant des océans ou des régions éloignées, la possibilité de perdre un moteur n'est pas une exception hypothétique, c'est le point de départ de toute la planification. De là, naît une réglementation connue sous le nom d'ETOPS, acronymes anglais des normes de fonctionnement étendues pour les avions bimoteurs, une certification qui autorise ces aéronefs à s'éloigner des aéroports alternatifs pendant des périodes spécifiques, tout en prenant en compte la perte de l'un de leurs moteurs. Lorsqu'un avion bimoteur décolle pour traverser l'Atlantique ou le Pacifique, la route n'est pas simplement tracée comme la ligne la plus courte entre deux points. Elle est conçue en calculant combien de temps il lui faudrait pour atteindre un aéroport approprié si l'un des moteurs devenait inopérant au point le plus défavorable du trajet. Ce temps peut être de 60, 120, 180 ou même plus de minutes, selon le niveau de certification de l'avion et de l'opérateur. Ce n'est pas une estimation optimiste, c'est un calcul conservateur basé sur une vitesse réduite et une altitude optimale pour voler avec un seul moteur. Pour obtenir cette autorisation, le fabricant et la compagnie aérienne doivent démontrer une fiabilité extrême. Les moteurs doivent respecter des taux de défaillance exceptionnellement faibles et les systèmes critiques doivent avoir suffisamment de redondance pour maintenir l'opération prolongée en mode de vol avec un seul moteur. L'entretien est plus rigoureux, le suivi statistique plus détaillé et la formation de l'équipage plus spécifique. Il ne suffit pas que l'avion puisse voler avec un moteur en moins. Il doit être capable de le faire pendant des heures sans compromettre aucun système essentiel. Lorsque cette condition se présente au milieu de l'océan, la procédure n'est pas improvisée et l'avion descend à une altitude où le moteur restant fonctionne avec plus d'efficacité, ajuste la vitesse et se dirige vers l'aéroport alternatif préalablement planifié, tandis que les communications avec le contrôle aérien et le centre d'opération de la compagnie aérienne s'intègrent dans la même séquence standard. L'aéronef n'est pas isolé ni à la dérive, il suit un plan qui avait déjà été défini avant le décollage. Ce qui est pertinent, c'est qu'ETOPS n'est pas un permis pour prendre des risques inutiles, mais la confirmation que l'ensemble du système, qui inclut le moteur, l'avion, la maintenance et l'équipage, a démontré sa capacité à faire face à la perte de poussée de manière prolongée. Sous cette même prémisse, chaque composant est conçu et évalué. Et même des facteurs comme la météorologie à l'aéroport alternatif et la disponibilité des services d'urgence font partie de la planification. Cette approche révèle quelque chose d'essentiel sur l'aviation moderne. Il ne s'agit pas d'éviter les scénarios improbables en les ignorant, mais de les intégrer dans le design et dans l'exploitation quotidienne. La perte d'un moteur n'est pas une hypothèse marginale, c'est une hypothèse structurelle qui conditionne les routes, les certifications et les procédures. C'est pourquoi un vol au-dessus de l'océan ne dépend pas de la chance, mais d'une architecture de sécurité qui prend en compte la défaillance comme partie intégrante du système. Même en plein milieu de l'océan, l'avion est prêt à continuer pendant des heures avec un seul moteur, mais il existe une limite plus extrême, celle où la poussée disparaît complètement et où l'avion doit continuer à voler sans moteur. Ce scénario est connu sous le nom de flame-out multiple, une condition dans laquelle les deux moteurs cessent de produire de la poussée et qui, loin d'être une anomalie impossible, fait aussi partie de ce qui est envisagé dans la conception. Bien que l'image mentale suggère une chute immédiate, la réalité physique est différente. Sans poussée, l'avion ne se suspend pas dans l'air, il devient un planeur. Derrière ce comportement se cache un principe fondamental. Le moteur à réaction maintient sa poussée grâce à une combustion stable générée par un mélange précis d'air et de carburant. Lorsque cette combustion est interrompue, la poussée disparaît. Les causes peuvent varier. Ingestion massive d'oiseaux, entrée de cendres volcaniques perturbant le flux interne, carburant contaminé, pluie extrêmement intense dans des conditions peu habituelles ou perturbations sévères dans le compresseur. Dans tous ces cas, la combustion peut s'éteindre et le moteur cesse de générer de la force vers l'avant. Mais la structure de l'avion ne dépend pas exclusivement de cette poussée pour rester en vol. Elle dépend de la sustentation générée par ses ailes lorsqu'elles se déplacent dans l'air.
Lorsque les deux moteurs s'éteignent, l'avion conserve un contrôle total de ses surfaces aérodynamiques et, à l'altitude de croisière, dispose d'une énergie potentielle considérable, lui permettant de parcourir une distance significative pour chaque unité de hauteur perdue. Il ne tombe pas comme un objet sans forme, il descend de manière contrôlée tandis que le pilote gère la vitesse et l'angle optimaux, et la cabine ne devient pas un chaos instantané, mais un environnement où des procédures entraînées sont appliquées. Pour maintenir les systèmes essentiels durant cette phase, l'avion dispose de sources alternatives d'énergie. L'une d'elles est la turbine d'air de secours, connue sous le nom de RAT, qui se déploie automatiquement lorsqu'une perte d'énergie primaire est détectée. Cette petite hélice, propulsée par le flux d'air, génère suffisamment d'électricité et de pression hydraulique pour maintenir les instruments de base et les commandes opérationnelles. De plus, l'unité auxiliaire de puissance peut être mise en marche dans certaines conditions pour récupérer un approvisionnement électrique supplémentaire, permettant ainsi à l'avion de conserver sa gouvernance, même dans le scénario le plus défavorable. L'étape suivante n'est pas de se résigner à la descente, mais d'essayer un redémarrage, car un réacteur peut être rallumé en vol tant que le flux d'air à travers le compresseur est suffisant. En descendant, l'air entre avec une densité plus élevée, ce qui facilite le processus de redémarrage, tandis que le système injecte du carburant et active l'allumage pour rétablir la combustion. Dans de nombreux cas historiques, les moteurs ont été redémarrés avec succès après quelques minutes de vol en planée et la procédure est répétée dans le cadre de la formation continue des équipages. Cette même logique est reflétée dans des incidents documentés où même la perte simultanée de poussée a pu être gérée lorsque la conception et la discipline opérationnelle travaillent ensemble. Des ingestions d'oiseaux affectant les deux moteurs, des nuages de cendres perturbant la combustion ou des problèmes de carburant interrompant l'approvisionnement ont été surmontés grâce à cette combinaison d'ingénierie et de procédures, rappelant que l'avion ne dépend pas de la chance mais d'un système qui anticipe l'improbable. Cela donne naissance à une idée centrale de l'aviation moderne, une idée qui traverse tout ce que nous venons de voir, qui ne nie pas les scénarios extrêmes, mais les intègre dans l'architecture de l'appareil et dans la formation de ceux qui l'opèrent. La possibilité que les deux moteurs s'éteignent n'est pas un tabou, c'est une variable envisagée et entraînée, et la différence entre perception et réalité réapparaît lorsque le passager imagine une chute inévitable, tandis que l'ingénierie offre contrôle, vol plané et options. Même lorsque l'arrêt total peut être géré sans perdre le contrôle de l'aéronef, l'accent se déplace vers un autre élément essentiel, l'entraînement de ceux qui l'opèrent, et le rôle qu'il joue lorsque la conception anticipe déjà tous ces scénarios. La conception de l'avion permet qu'un moteur s'éteigne sans que l'aéronef perde sa stabilité, mais cette capacité ne devient une sécurité réelle que lorsque la procédure entre en jeu. L'aviation commerciale ne dépend pas de réactions improvisées, mais de séquences définies avec précision qui ont été entraînées jusqu'à devenir des réflexes structurés. Lorsqu'un moteur présente une anomalie ou cesse de produire de la poussée, le premier élément qui agit n'est pas l'intuition, mais le protocole. Il existe des actions immédiates que l'équipage doit exécuter sans consulter les manuels appelés éléments de mémoire. Ce sont des étapes critiques conçues pour stabiliser la situation dans les premières secondes. Réduire la puissance, confirmer les paramètres et maintenir le contrôle de l'avion font partie de cette réponse initiale. Après cette phase, on recourt à la checklist formelle, un guide détaillé qui garantit que chaque décision est vérifiée et qu'aucune étape n'est omise. Ce processus élimine l'ambiguïté et évite les erreurs liées à la pression du moment. Cette précision ne surgit pas spontanément, elle se construit lors de l'entraînement en simulateur. Les pilotes commerciaux suivent des sessions récurrentes sur des simulateurs de niveau maximal, capables de reproduire fidèlement le comportement de l'avion face à des défaillances complexes. Là, ils s'entraînent à des arrêts de moteur lors du décollage, des pertes de poussée en montée, des incendies dans le moteur, des vibrations anormales et des arrêts multiples à différentes phases du vol. Il ne s'agit pas de répéter un scénario isolé, mais d'expérimenter des variations selon les conditions météorologiques, le poids, l'altitude et le temps de réaction. L'objectif n'est pas de mémoriser une solution unique, mais de développer une compréhension approfondie de la manière dont l'aéronef réagit dans chaque contexte.
Cette compréhension ne se limite pas au pilote individuel, elle s'étend également à la coordination en cabine comme partie essentielle du contrôle. Dans un environnement bimoteur, l'asymétrie de poussée exige une distribution claire des responsabilités. Tandis qu'un des pilotes maintient le contrôle du vol, l'autre gère les systèmes, vérifie les paramètres et exécute la checklist correspondante. Cette séparation des tâches réduit la charge cognitive individuelle et garantit que l'avion reste stable pendant que des décisions techniques sont prises. La communication suit des modèles structurés qui évitent les ambiguïtés et assurent que les deux parties partagent la même information. En dehors de la cabine, l'ensemble du système aérien contribue à la gestion de la situation. Le contrôle du trafic aérien priorise l'aéronef si nécessaire, facilite des vecteurs directs vers un aéroport approprié et dégage la route pour réduire la charge opérationnelle. Les compagnies aériennes maintiennent des centres d'opération qui offrent un soutien technique supplémentaire, fournissant des données météorologiques, des performances estimées et des alternatives viables. Ce qui est important, c'est que tout ce processus est normalisé. Éteindre un moteur ne déclenche pas une improvisation héroïque ni des décisions intuitives de dernière minute. Il active un ensemble de démarches qui ont été pratiquées à plusieurs reprises dans des conditions contrôlées. La prévisibilité est au cœur de la sécurité. Lorsque chaque action est définie à l'avance, l'incertitude diminue et la marge d'erreur est réduite au minimum. La combinaison de conception redondante, d'entraînement structuré et de contrôle externe crée un environnement dans lequel même un arrêt total du moteur peut être géré avec sérénité technique. L'aéronef répond comme il a été conçu pour le faire, et l'équipage applique des procédures qui font partie de sa formation continue. Le résultat n'est pas une scène d'urgence chaotique, mais une transition contrôlée vers une nouvelle configuration de vol. Avec tout cela sur la table, la question finale devient inévitable. Éteindre un moteur en plein vol est-il réellement un signe de danger ? Ou est-ce la démonstration la plus claire de la manière dont l'aviation moderne est conçue pour anticiper la défaillance et en faire quelque chose de gérable ? En pratique, éteindre un moteur ne rapproche pas l'avion de l'effondrement, mais confirme que le système répond comme il a été conçu. Parce que l'aviation moderne ne se construit pas sur l'espoir que rien ne tombe en panne, mais sur la certitude que, si quelque chose échoue, il doit y avoir une réponse claire, efficace et prévue dès la conception. Un avion commercial est certifié pour voler avec un moteur inopérant dès la phase la plus critique du décollage. Cela signifie que la perte de poussée n'est pas un vide inattendu, mais un scénario structurel. L'aérodynamique prend en compte l'asymétrie, les systèmes électriques et hydrauliques disposent de sources alternatives et la structure supporte les charges supplémentaires qui pourraient être générées. L'avion ne devient pas fragile lorsque l'un de ses moteurs s'éteint, il change simplement de configuration opérationnelle. La planification des routes de long courrier renforce cette logique. Voler pendant des heures au-dessus de l'océan sous les normes ETOPS implique d'accepter explicitement la possibilité qu'un des moteurs cesse de fonctionner. Il ne s'agit pas d'une concession risquée, mais d'une autorisation basée sur une fiabilité démontrée, un entretien renforcé et des procédures détaillées. Chaque segment du vol est calculé en supposant le pire point possible pour la perte de poussée. Le système n'est pas surpris par la défaillance, il l'a intégrée. Même le scénario le plus extrême, l'arrêt simultané des deux moteurs, ne signifie pas une chute incontrôlée. L'avion maintient sa sustentation, peut planer sur de grandes distances et dispose de sources d'énergie auxiliaires pour conserver le contrôle. Les procédures de redémarrage sont définies et pratiquées et les incidents documentés montrent que la combinaison de la conception et de la discipline opérationnelle permet de récupérer la puissance dans de nombreuses occasions. La clé qui traverse tout le système est la normalisation. Les pilotes ne improvisent pas face à une anomalie, ils appliquent des séquences entraînées sur des simulateurs haute fidélité où ils ont pratiqué des défaillances dans les conditions les plus défavorables. Dans cette même logique, la répartition des tâches en cabine, l'utilisation rigoureuse des listes de vérification et la coordination avec le contrôle aérien font partie d'un système qui réduit l'incertitude, de sorte que lorsqu'un moteur s'éteint, l'avion et l'équipage activent un protocole qui a été répété d'innombrables fois auparavant. L'aviation commerciale a atteint ces niveaux de sécurité précisément parce qu'elle ne néglige pas l'improbable. Elle l'analyse, le teste et l'intègre à chaque phase de la conception et de l'exploitation.
Éteindre un moteur en vol n'est pas une exception à cette règle. C'est une manifestation directe de celle-ci. Ce n'est pas le début d'une catastrophe, mais la preuve que le système anticipe la défaillance et est prêt à la gérer sans perdre le contrôle. En fin de compte, ce que signifie réellement éteindre un moteur en vol, c'est que l'aéronef ne dépend pas d'un seul élément pour rester sûr. Il dépend d'une architecture complète qui assume la possibilité d'une défaillance et la transforme en une situation gérable. C'est la véritable différence entre perception et réalité. Là où l'on imagine la vulnérabilité, il existe une prévoyance. Si cela vous intéresse de continuer à explorer comment l'ingénierie transforme des scénarios improbables en situations contrôlées et de découvrir ce qui se passe réellement derrière chaque décision en cabine, abonnez-vous et rejoignez-nous dans les prochaines vidéos. Ici, nous continuons à analyser, sans mythe ni dramatisation, les machines qui rendent le vol un acte quotidien.